Alors, je vous propose qu'on continue cette matinée au travers de l'introduction, de la plénière d'introduction, donc qui va être réalisée par Agnès Padovani, qui est responsable d'un établissement médico-social et également, et c'est surtout en cette qualité qu'elle est présente aujourd'hui, élue au comité sport adapté du Gard et référente du pôle innovation sociale. Donc elle va nous présenter, lors de cette première plénière, du coup une intervention plutôt centrée sur le contexte législatif, et cela dans le but un petit peu de nous exposer les enjeux et les risques de l'inclusion. Donc, j'ai la charge d'introduire cette matinée en abordant une partie qui peut être un peu ennuyeuse, mais qui est quand même très essentielle pour planter un peu le décor et qui explique pourquoi on en est là maintenant. Et ce que je vais vous montrer, c'est que lors de ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements et d'améliorations dans l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui se retrouver ici. Moi, c'est vrai que j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du médico-social et je peux dire que j'ai pu voir certaines évolutions et ça me permet de commencer en vous présentant ce document où j'ai essayé de vous planter le décor. Donc, jusqu'à la fin du 19e siècle, on était vraiment dans l'assistanat. Il y avait une confusion entre le handicap, la pauvreté, la mendicité. Quand on sort des guerres, on passe dans de la reconnaissance d'un droit à la réparation, et tout ça s'est amené avec les infirmes et les blessés de guerre. Une date importante après, c'est 1967. On ne la connaît pas cette date, et pourtant, c'est là où l'accompagnement des personnes handicapées devient une obligation nationale. C'est introduit pour la première fois par le rapport de François Bloch-Lenné, et c'est ce rapport-là qui va introduire les lois d'orientation de 1975, du 30 juin 1975. Et on parle des lois d'orientation parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui est relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'autre qui va redéfinir le statut de la personne handicapée. Le handicap, là, il relève alors du secteur spécialisé. Et il va apparaître des classifications parce qu'on va se retrouver dans une logique, en fait, on va parler d'inadaptation, on va être dans une logique de place et de filières spécialisées. En fait, c'est le handicap qui va permettre d'être dans tel ou tel établissement, dans tel ou tel service. En fait, on peut dire que cela crée quand même des discriminations, même si elles sont positives. On est donc là dans le modèle du handicap qui est fondé sur l'équité. On va donner plus à ceux qui en ont moins. Et on se trouve dans ces années-là dans l'État-providence. Et tout ça s'est remis en cause dans les années 80. La place que la personne en situation de handicap occupe dans la société va commencer à évoluer vers une plus grande participation à la vie collective, à la citoyenneté et à la vie sociale. Et là, je vais vous faire un parallèle avec la vision du handicap. Dans les années 80, on est dans une vision médicale du handicap. La vision, elle est sociétale, dès les années 80. Les définitions, par contre, du handicap qui sont données par l'OMS en 80, c'est des définitions linéaires. Il y a une maladie qui crée des déficiences, donc motrices, mentales, sensorielles, qui va aboutir à des incapacités à faire des activités, notamment marcher par exemple, et des désavantages dans les rôles sociaux, comme par exemple trouver un emploi. Et en 2001, cette définition-là de l'OMS va évoluer, et le handicap il va être perçu plus dans une interaction dynamique entre l'état de santé de la personne, donc santé, la définition, elle est très vaste, donnée par l'OMS, et en fait va se croiser donc l'état de santé de la personne, les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Donc les années 2000 marquent vraiment un tournant significatif dans l'accompagnement dans le champ du médico-social et du social. La politique du handicap européenne nationale veut sortir des effets discriminants qu'on a présentés tout à l'heure des lois de 1975. Et on va rentrer dans une logique de parcours et d'inclusion qui est en vert dans le fond de la frise chronologique. On entre dans le modèle du pouvoir d'agir, un mot qui est très à la mode, l'empowerment des personnes accompagnées. Là, il devient essentiel de donner la parole à la personne concernée, on parle de personnes concernées, d'augmenter sa capacité d'agir en travaillant sur son autonomie et sur sa capacité de décision. Et c'est là qu'on peut parler d'autodétermination. C'est un terme actuellement et des concepts qui sont développés dans tous nos champs d'intervention.
Je souhaite m'arrêter un petit peu sur des dates et des lois qui paraissent très importantes. C'est la loi que vous devez certainement connaître, c'est la loi du 2 janvier 2002, la loi numéro 2022, qui rénove l'action sociale et médico-sociale. Cette loi, c'est une approche fondamentale des droits des usagers. Le terme d'usager, il apparaît là pour la première fois pour qualifier les bénéficiaires. Derrière ce texte se dégage une vraie volonté d'individualisation maximale des actions menées auprès de ces publics. Une vraie volonté de promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, de prévenir l'exclusion et d'en corriger ses effets. L'un des principaux enjeux de cette loi est de mettre l'usager au cœur du dispositif en lui reconnaissant pour ce faire des droits. Et avec la loi 2002, il y a 7 outils intéressants qui sont la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement, la personne qualifiée, le projet d'établissement qui doit être évalué tous les 5 ans, le conseil à la vie sociale ou toute autre forme de participation des usagers. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge, qui est le DIPC, auquel est annexé le projet personnalisé. Le projet personnalisé est un levier en fait de participation des bénéficiaires. La participation directe ou la conception et la mise en œuvre de son projet d'accueil d'accompagnement doit être tout le temps un sujet de préoccupation de tous les professionnels qui interviennent. On peut dire que l'institution passe de la relation de service qui avant faisait un travail sur l'usager à une relation qui maintenant est avec l'usager. Une autre loi qui a été déjà abordée tout à l'heure dans la présentation, c'est la loi du 11 février 2005, la loi numéro 2005-102, qui est pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Là va apparaître les termes de compensation des conséquences apportées par le handicap et l'environnement. Donc apparaît le terme de personnes en situation de handicap et on ne parle plus de personnes handicapées. La définition, elle se veut une approche plus dynamique du handicap. Ce ne sont plus les fonctions manquantes qui vont faire le handicap, mais c'est bien l'interaction de cette personne avec sa situation et son environnement. Et là, on rejoint la définition que je vous ai présentée là en amont de l'OMS de 2001. À travers cette loi de 2005, il y a eu la création des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. On se trouve là vraiment dans une dynamique de prise en compte, de réciprocité, et on n'est plus dans de la prise en charge, mais bien dans une logique de parcours et non plus de place, comme la loi de 1975 l'avait mis en place. Le terme de compétence est introduit et il place la personne dans une position de sujet. Elle est actrice, elle a des capacités d'agir, et on n'est plus là tourné sur le handicap. L'approche d'accompagnement des personnes en situation de handicap est guidée par le terme de besoin. Ce terme de besoin, il apparaît dès 2015 dans la nomenclature Séraphin PH, qui va développer la notion de besoin à travers donc tout un vocabulaire partagé. Alors Séraphin, ce n'est pas le nom d'un politique, hein, mais par contre, ça veut dire que le nom du projet Séraphin PH, c'est pour les services et établissements. C'est une réforme pour une adéquation des financements, voilà, parce qu'on n'est plus dans la politique de l'État-providence. Donc en adéquation des financements au parcours des personnes handicapées. L'objectif final, en fait, de ce projet, c'est bien de réformer en profondeur le système actuel de tarification des établissements et des services pour les personnes en situation de handicap. Et c'est surtout passer d'une logique de place à une logique de parcours. La participation sociale, la citoyenneté vont être valorisées en inscrivant les personnes bénéficiaires dans le droit commun. Et c'est là qu'on arrive en 2010, où le gouvernement français, c'était Nicolas Sarkozy à ce moment-là, qui a ratifié la Convention nationale, la Convention des Nations Unies sur le handicap, afin que chacun puisse jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Cette convention internationale, elle marque vraiment un tournant dans l'approche du handicap. La personne en situation de handicap est un sujet de droit et le handicap est une question qui relève des droits de l'homme. Cette convention fait ressortir des thèmes tels que la communication améliorée alternative. Lors des derniers confinements et
pas forcément sur le premier confinement lié au Covid, mais plutôt sur le dernier, on a vraiment pu avoir les autorisations de déplacement en FALC, donc en communication facile à lire et à comprendre. On parle aussi d'accessibilité dans cette convention internationale de principe d'égalité des chances, d'inclusion sociale et d'autonomie de vie. En 2017, il y a quand même un bémol à tout ça, c'est la rapporteuse de l'ONU, Madame Devandas Aguilar Catalina, qui en fait qui rapporte donc du coup une recherche sur les droits des personnes en situation de handicap en France, et elle a montré dans son rapport le retard que nous, en France, on a en termes d'inclusion. Selon elle, la loi elle est trop axée sur la déficience, elle n'est pas axée sur l'interaction de la personne avec l'environnement comme l'est demandé la loi 2005. Elle parle aussi de désinstitutionnaliser, de fermer les établissements, et en fait c'est plutôt de faire institution autrement, de vivre ensemble, de travailler ensemble et surtout d'accompagner autrement. Bon là, c'est pas le débat parce que je pense que sur cet après-midi et les journées de demain, ça va être abordé. Donc suite à ce rapport de la rapporteuse un petit peu en bémol, le gouvernement Macron il a mis un coup d'accélérateur sur la politique du handicap. Il en a fait une de ses priorités du quinquennat, donc de 2017 à 2022. Et le 20 septembre 2017, s'est réuni pour la première fois le comité interministériel du handicap, le CIH, dans un format gouvernemental sur le thème du vivre avec un handicap au quotidien. Sophie Cluzel, elle avait souligné que pour agir efficacement sur le quotidien des personnes, il fallait investir l'ensemble des champs, de l'école, de l'emploi, du logement, de la santé, de l'accessibilité de la ville et des transports, de l'accès au sport, à la culture et aux loisirs. Et là a été créé le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc je pense qu'après-midi, sur la table ronde de la Paire et Danse, Kevin risque de nous en parler, car Kevin Lapère, il a participé aux ateliers là en septembre avec Isabelle. Il a participé donc aux ateliers de septembre de la 2e université d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et Kevin il est aussi membre du GAR, au niveau du Conseil citoyenneté et autonomie. Donc on ne sait pas si le Premier ministre nous l'a laissé partir et s'il sera là cet après-midi, normalement oui. En fait, tout ça peut m'amener à dire que moi je pense que sur le territoire du Gard, nous sommes quand même bien dans cette démarche et dans ces dispositifs innovants depuis de plusieurs années. Le comité départemental et tout ce qui se fait aussi sur le pôle d'innovation sociale en témoigne. L'accent il est mis sur l'empowerment des personnes, leur projet de vie, l'autodétermination, les logiques d'individualisation, et ça re-questionne tout le concept par contre de vivre ensemble, de lien social et d'inclusion. Le secteur médico-social a vécu toutes ces transformations, surtout dans ces 20 dernières années, et les effets sont visibles. Ces changements ont des répercussions sur les politiques du sport et du loisir, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et là encore, ce sont les compétences qui sont mises à l'avant. Et on passe d'une logique de prise en charge à une logique de prise en compte dans une démarche inclusive. Pour finir, je voudrais citer le rapport de la mission Valls de septembre 2016 qui rappelle que le développement des activités physiques et sportives dès le plus jeune âge et tout le long de la vie est un levier fondamental pour l'équilibre de notre société en termes de santé publique, mais aussi du vivre ensemble et de cohésion sociale. Donc là, on peut se questionner aujourd'hui et on va voir les réponses qui vont pouvoir être apportées lors de ces différentes temps de réflexion. Si les politiques du sport et de loisirs ne deviendraient pas un levier au changement, et est-ce qu'elles ne pourraient pas pallier le décalage entre les préconisations et la réalité à travers la spécificité du sport qui est dans des fonctions sociales, éducatives, populaires, culturelles. Voilà, j'espère avoir pu poser les grandes lignes de l'évolution des politiques publiques, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Alors, un grand merci à Madame Padovani, du coup, pour votre intervention. Alors, comme vous l'avez énoncé, hein, c'est vrai que la question du contexte légal et législatif, des fois, ça peut apparaître en première intention comme étant un petit peu rébarbatif. Et en même temps, moi, j'ai trouvé que votre intervention, elle permettait aussi d'inscrire quelque chose dans le temps,
de voir comment est-ce que le cadre légal va aussi modifier les pratiques possibles et surtout comment est-ce que les termes évoluent et comment est-ce que ces termes finalement ont du sens et sont pas juste un désir de modifier les mots sans derrière idée de modification également des comportements. En plus de ça, il me semble aussi que ça introduit très bien la conférence que vous aurez à la suite de la pause, qui reviendra aussi sur la question notamment de l'autodétermination, si je ne me trompe pas.